Salut, c'est Jeff. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, c'est la deuxième partie avec Daniel Dupont et on va aborder le côté paysage de la photographie. Rebonjour Daniel, ça va bien? Ben oui, absolument. Et toi aussi? Oui, puis depuis le temps qu'on s'est vu, ça a bien été aussi? Oui, absolument, absolument. Good. Fait que cette semaine, on aborde le côté paysage de la chose. Je pense qu'on va rejoindre beaucoup de gens avec ça. Oui, oui. Et puis, je m'attends à ce que tu nous donnes un peu de technique. Je pense que les gens à la maison, là, ça fait les aider un petit peu parce qu'ils font souvent les mêmes genres d'erreurs qu'on revoit souvent dans nos ateliers. Fait qu'on va en profiter, on va regarder tes vidéos, on va regarder tes photos. Oui. Puis en même temps, si tu peux nous insérer ici et là des petits trucs pour que les gens améliorent leurs photos, ça serait bien. Absolument. Tu as commencé ça quand, la photographie paysagère? Parce que tu nous as dit que tu avais commencé par les animaux. Oui. Puis tant qu'être sur le terrain, tu dis on va faire un peu de terrain Oui, aussi. absolument. J'ai commencé à m'intéresser particulièrement plus au paysage aux alentours de 2010. Donc, ça fait un petit peu moins qu'une dizaine d'années. À un moment donné, j'avais fait beaucoup de photos d'oiseaux, 30, 40, 50, 60 000 photos par année. À un moment donné, tu as l'impression que tu as fait le tour du jardin, puis je me disais, bon, bien là, je veux explorer d'autres avenues de la photo. Puis en fait, en ayant enseigné pendant 23 ans au cégep, les étudiants au cégep, je leur enseignais pas la photo d'oiseaux ou la photo animalière. C'est pas ça qu'ils voulaient, eux autres. Ils voulaient faire de la photo de paysage, de la photo de nuit, de la photo de rue, de la photo de studio. Donc, moi, je me suis dit, OK, il faut que je me trouve quelque chose d'autre pour rester allumé dans cette passion de la photo-là. Et je me suis décidé à y aller vraiment faire le paysage. Tu fais ça comment, toi, de ton projet de photo? Est-ce que tu choisis tes lieux avant? Parce qu'il y en a beaucoup de paysagistes que j'ai rencontrés. Je ne sais pas si ça se dit, là, photographe paysagiste. Oui. Et puis qui, avec les instruments qu'on a aujourd'hui, Google Earth, puis tout ça, qui font vraiment des setups avant de regarder le soleil se coucher, puis tout ça. Ou toi, tu te présentes, tu dis, moi, je vais aller faire des photos en Arizona, je regarde ce que j'ai, puis je vais travailler avec. Oui. Je fais beaucoup de recherches, effectivement. Puis moi, c'est ma façon de faire. Donc, je vais faire des recherches Google. Je vais googler sur l'endroit où je veux aller, voir qu'est-ce qu'il y a comme photo, m'inspirer. Je ne vais pas copier les photos, mais je vais regarder qu'est-ce qu'il y a comme paysage. Je vais utiliser une application de Photographer Ephemeris pour ton soleil. Oui, c'est ça, pour avoir l'angle de lumière, l'angle de l'heure de coucher de soleil, le lever de soleil, lever de lune, coucher de lune. Donc, avec ça, on est vraiment capable de jouer puis savoir, bon, bien, si je suis là dans tel mois, qu'est-ce que je vais avoir, à quelle heure est le lever de soleil. En Gaspésie, le lever de soleil, en juin, il est 3h30 du matin. J'ai fait un atelier où, dans la même journée, on a fait et le lever de soleil et le coucher de soleil à 9h. Bien, ça fait des grandes journées. Gaspésie, c'est que tu peux fêter jusqu'à 3h du matin pour aller faire de la photo. Là, c'est la mise au point qui est plus difficile à faire. Un peu. Ouais. Mais beaucoup de recherches avant. Pour savoir où on peut aller. Tu vois, la première fois, avant d'aller en Islande, on va voir une vidéo tout à l'heure de l'Islande. Écoute, ça faisait une dizaine d'années à peu près, depuis que j'ai commencé à faire la photo de paysage, que je voyais des photos de glace sur une plage de sable noir. Puis je me disais, je veux aller là absolument. Des diamants. Mais la première journée où je suis arrivé là, c'était extraordinaire. L'endroit, il y a des vagues de peut-être 5, 6, 7 pieds de haut. C'est pratiquement une lumière perpétuelle. La lumière baisse pendant à peu près 3 heures dans la journée. Tu sais, à minuit ou 1h du matin, tu peux te promener, tu peux rouler en voiture sans avoir tes phares allumés. Là. Puis ça, c'est leur nuit à ce moment-là. Là. C'est extraordinaire. Mais comme endroit pour la photo, c'est extraordinaire. Première visite à cet endroit-là, je ne sais pas si on peut partir la vidéo. Première visite à cet endroit-là, là, on sent les vagues. On voit les vagues et on voit jusqu'où l'eau va monter. Mais à cet endroit-là, à peu près une vague sur 15, une vague sur 20 est beaucoup plus haute. Donc, je m'approche, je m'installe mon trépied, je suis concentré, la vague arrive, remplit les bottes. Mais regardez, il y a de la glace autour. Là. Donc, quand la vague remplit les bottes, on s'entend que l'eau est froide. Hein? Et je suis resté quand même... qu'il y a de la glace. Ah oui, oui. Je suis resté 1h30 à cet endroit-là pour faire les photos. Je suis revenu le soir même où je suis resté 3 heures de temps sur cette plage-là. Puis j'avais l'impression que j'en avais pas assez. On peut voir une des photos que j'ai faites du coucher de soleil. C'est ce qu'il y a eu comme maximum au niveau du coucher de soleil. Mais tu as encore le reflet orangé sur le sable noir. Et à cet endroit-là, c'est important d'être un peu plus relevé que de coucher pour être capable de voir le sable. Si on est couché sur la plage, on n'a plus l'impact du sable. La perspective. C'est ça, c'est en plein ça. Puis ton effet de filet aussi, on va le perdre. Oui. Puis ici, il ne fallait pas qu'on ait une vitesse, un trop grand filet, parce que je voulais garder un peu de mouvement dans l'eau aussi. Pour les gens à la maison, un 30 en bas? Un peu en bas, j'étais à une demi-seconde, je pense. OK. Mais, et j'ai aussi utilisé un fil graduel. Tu me demandais tout à l'heure des trucs. Oui. Pour moi, un des premiers trucs pour améliorer ces photos de paysage, c'est l'utilisation
d'utilisation de filtres graduels. Oui. En anglais, on va appeler ça des split density. Il y a une partie du filtre qui est opaque, une partie qui est transparent. On met un porte-filtre à l'avant. On vient glisser le filtre vis-à-vis la partie qu'on veut obscurcir ou équilibrer. Ça nous permet d'équilibrer la différence de luminosité entre le ciel et le sol. Okay. Et ça évite beaucoup de post-traitement par la suite. Oui. Oui, parce que là, tu l'as in-camera. Oui, c'est ça. Puis ce que je préfère, moi, c'est de faire les manipulations ou le travail à la prise de vue. Je trouve ça, pour mon cas, je préfère ça, de rester plus longtemps sur le terrain, prendre le temps de faire l'image, puis après ça, j'arrive sur l'ordinateur, il me reste que quelques petits ajustements, là. Je peaufine un peu, puis c'est tout, là. Tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais dans la première émission, tu nous parlais que la chose numéro 1 en photographie, c'était la lumière. Oui. Dieu sait que pour les paysages, la lumière, c'est primordial. Ouais, c'est ce qui fait au-dessus une photographie. Ouais. Ce qu'on entend, ce qu'on lit souvent, c'est le fameux golden hour. Oui. Est-ce que toi, tu es un apôtre de ça? Est-ce que pour toi, on fait de la photo de telle heure à telle heure, puis après ça, on va visiter, on va faire dodo, puis tout ça, puis on se reprendra plus tard? Moi, j'aime faire de la photo. Ce qui fait que je vais être là le matin, je vais être là le jour, puis je vais être là le soir. OK. En atelier, on fait la journée quand même assez pleine. Les gens qui viennent en Islande, par exemple, là, tu t'en vas pas en Islande avec les frais que ça occasionne pour faire juste 2 heures de photo le matin puis 2 heures le soir. Donc, j'ai fait du repérage, un horaire puis un parcours intéressant. On va essayer d'être aux endroits stratégiques pour le matin et dans l'après-midi toute la journée. Mais là, écoute, le soleil se couche, je pense, à 10h30 et se relève à 1h30 ou 2h du matin. Tu pourrais littéralement faire le lever puis le coucher de soleil au même endroit en quelques heures en faisant un petit somme dans l'auto. Mais je préfère me concentrer que dans une courte période comme ça, soit sur le lever ou sur le coucher de soleil. OK, faire un des deux, mais le faire correctement. C'est en plein ça, parce que... Mais une fois que tu as commencé, on va continuer quand même à faire de la photo, surtout au niveau de l'Islande. Les îles de la Madeleine, c'est un peu comme ça. Terre-Neuve aussi, c'est des milieux marins, c'est des milieux côtiers. La météo est changeante. Tu sais jamais quand est-ce que le soleil va se couvrir, quand est-ce qu'il va y avoir une percée de lumière. Ça peut être en peu de temps aussi. Ah là, oui, puis ça peut être super beau aussi, là. Bien, moi, ce que j'aime bien de la photo de paysage, c'est le ciel. Oui, je trouve que le ciel, ça change tout. Tu peux avoir un très beau paysage, puis s'il n'y a rien dans le ciel, malheureusement, puis je suis pas le genre de gars qui enlève le ciel puis qui en met un autre. Non, moi non plus. Moi, il y a des choses que je dis non. Ça, c'est un peu trop. Quand on parle de photos de paysage, au début, on parlait de, bon, il y a la lumière qui est très importante, mais je pense qu'il y a aussi le côté profondeur de l'image qui est important. Donc, il y a un côté matériel qui est assez important aussi. Fait que quelle sorte de matériel que tu utilises? Écoute, le premier point que je te dirais, un des points les plus importants, puis quand je fais des conférences, je vais faire à main levée, qui utilise un trépied? Il y a à peu près 15-20 des gens qui lèvent la main puis qui me disent « Ah, moi, ça m'embête. » Moi, je préfère utiliser un trépied puis créer des images. L'idée est simple. Tu as une caméra dans les mains, tes mains sont occupées, tu es concentré à tenir la caméra. Tu regardes, mais tu es concentré à tenir. Si ton appareil est sur un trépied, tes mains sont libres. Tu peux te concentrer sur l'image que tu es en train de faire. Je travaille avec la visée arrière. Oui. Donc, j'ai un viseur qui est déjà beaucoup plus grand. On est capable de voir les détails. Je suis capable de jouer sur l'exposition avec ouverture vitesse pour voir ce que je suis en train de faire. Et j'ai les mains libres pour utiliser des filtres. Ce qui fait que, pour moi, ça me permet d'avoir plus de liberté de création. D'être plus artistique. Absolument. Puis écoute, pour avoir une photo qui se démarque, il faut en quelque sorte... prend ça. Oui, il faut en quelque sorte que le rendu soit artistique. Par la suite, je vais travailler beaucoup avec l'hyperfocale. Donc, beaucoup. Dernièrement, j'ai fait l'achat d'un nouvel objectif, un 11-24. J'ai un seul regret, c'est de ne pas l'avoir acheté avant. Puis ce qui m'embêtait, c'est les gros filtres qui vont avec. C'est quand même des très, très gros filtres. On vient de changer. Oui. Puis là, ce qui fait que sur le terrain, maintenant, j'ai 2 ensembles de filtres que j'amène avec moi pour être capable de créer des images. Mais le grand angle te permet d'avoir une hyperfocale relativement proche. En fait, l'hyperfocale, c'est la profondeur de champ. Pour s'assurer de travailler, peu importe l'ouverture utilisée, en ayant une plus grande zone de l'image qui va être nette. Quand je disais tout à l'heure que la lumière tuait une image ou en faisait une belle image, je pense que le côté focus aussi. C'est essentiel. Parce que maintenant, quand on regarde une photo, les gens, vraiment, c'est d'un coin à l'autre qui vont regarder, que tu sois en parfait focus. Puis je t'en parlais tout à l'heure avant qu'on commence à tourner l'émission. Quand j'expose au Salon de la photo, les gens viennent, ils s'installent à quelques pouces des photos, puis ils me disent « Ah oui, OK, c'est net. » Mais oui, il faut qu'on ait de la netteté dans les images.
Puis c'est essentiel. En fait, on lit une image comme on lit un texte. On rentre en haut à gauche, on va avoir tendance à sortir en bas à droite de l'image. Ce qui fait que pour avoir techniquement une bonne image, il faut qu'on soit capable de garder l'attention des gens pendant quelques temps. Avec les temps d'enseignement au cégep, je me suis aperçu que le temps d'attention des gens diffère en fonction des générations. On va se considérer dans la même génération, là. On a un temps d'attention, nous, à peu près de 8 secondes sur une image. Les jeunes d'aujourd'hui sont à peu près à 3 secondes. Ce qui fait que le moindrement que tu as une diagonale sur l'image, 3 secondes, l'œil rentre, coupe, sort de l'image, c'est fini, on veut voir une autre image. On scanne. Oui, c'est ça. On est dans le temps du tout de suite maintenant. Donc, ça nous prend un cadrage qui est intéressant. Ça prend qu'on est capable d'avoir plus qu'un élément dans l'image qui nous permet de relier d'un endroit à l'autre. Le regard va tourner. Le spectateur. Oui, puis à partir de ce moment-là, si on est capable de capter l'attention des gens, bien là, l'intérêt est plus grand, là. J'allais parler du HDR, mais avec ce qu'on s'est dit à la première émission, d'après moi, tu dois pas être un gros fan du HDR, parce que moi, je me souviens qu'à un moment donné, on a eu une mode de paysage lunaire de Mars, ou des endroits que j'ai jamais vus sur la planète. T'en penses quoi de ça? J'en fais beaucoup de HDR. T'es sérieux? Oui, mais après tout ce que tu me dis. Oui, mais je le fais sur la caméra. Sur la caméra, tout dépendant de la compagnie avec laquelle on va travailler, Nikon, Canon ou Sony, tu as du HDR dans les caméras. Si tu les programmes convenablement, ça va te donner des images HDR qui vont être de belle qualité, qui vont avoir des couleurs qui sont lumineuses, mais encore faut-il travailler en mode manuel. Prendre le temps d'ajuster l'exposition, ce que j'appelle l'exposition zéro. Donc, l'exposition de base. Okay. On fait une première photo manuelle, pas HDR. On s'assure que l'exposition soit correcte, histogramme bien étendu en fonction de la scène. Puis, par la suite, on va choisir si on fait un cran, 2 crans ou 3 crans d'écart entre les photos. Puis, on va aussi choisir le fini. Standard, éclatant, ou bande dessinée ou des choses comme ça. Moi, j'essaie de pas trop pousser, mais il y a plusieurs photos que je fais annuellement avec le HDR sur la caméra. Et je finis toujours une scène de paysage en faisant un bracketing de 5 images que je vais pouvoir assembler dans Photomatix par la suite. C'est le seul moment où je vais faire de l'intervention, mais généralement, ce que je vais utiliser, c'est la photo faite en HDR sur le boîtier. Que tu as faite à l'intérieur même de l'appareil. Oui, c'est ça. Puis quand je l'ouvre, après ça, je vais utiliser Photoshop pour rajouter un petit peu de contraste, un petit peu de saturation, un peu de netteté. On parle de petits ajustements. Oui, c'est ça. C'est vraiment mineur. Puis après ça, je vais pas recadrer, mais genre reformater, si tu veux, si je veux faire une impression 20 par 30 ou 24 par 36. Ce qu'on doit faire, de toute façon, tout le monde doit faire la même chose. Mais à part ça, je ne fais pas d'intervention. Les photos de paysage sont pratiquement jamais recadrées. Photos animalières, un peu. Photos d'oiseaux en vol, oui, parce qu'on n'a pas de contrôle sur la distance où l'oiseau va passer. Mais en photo de paysage, mes photos sont généralement pas recadrées. Puis comme tu l'as dit au début de l'émission, si tu utilises ton trépied, cadre comme du bon sens. Oui, absolument. Puis il y a quelque chose que je dis souvent aussi. On ne connaît pas de peintre de la Renaissance qui a peint une fresque immense, puis qu'après ça, il sortait son X-Acto, puis qui disait, finalement, ma toile, ça va être cette partie-là. Donc, je m'inspire de ça et j'essaie de faire un cadrage déjà étudié. Le fait de travailler avec la visée arrière te permet ça. Parce que les viseurs de caméra ont souvent que 92 ou 94 Tu n'as pas l'image au complet. Il te manque un certain pourcentage de l'image autour que tu ne vois pas. C'est un élément que tu dois rogner, bien, tu rognes dans ta résolution. Pour faire un 24-36, ça te prend à peu près 50 millions de pixels. Ce qui fait que si tu n'as déjà pas de 50 millions de pixels puis que tu rognes ton image de départ, tu es en train de... Le programme va devoir, Photoshop ou Lightroom, va devoir inventer des pixels. Là, tu vas perdre la netteté d'image. Tu vas perdre... puis pas toujours de la bonne façon. Effectivement, c'est en plein ça. C'est là que ça devient moins intéressant. Pour donner une idée, quand tu vas, toi, travailler une scène, OK? Tu trouves ton premier setup, tu dis, bon, je vois ça à peu près de même. Oui. Après ça, on fait quoi? Est-ce qu'on se promène un peu partout? C'est le plan B? C'est on passe à d'autres choses parce que je l'ai? Ou je la travaille d'un bord à l'autre, j'essaie d'autres choses? Tu fonctionnes comment? Habituellement, je vais voir une scène, puis déjà, je vais avoir une idée tout de suite de dire, OK, ce qui m'intéresse, c'est cet élément-là, avec cette lumière-là. Et tout de suite, OK, j'y vais avec un cadrage comme ça. Okay. Je vais, avant de commencer, je m'approche, je regarde, j'étudie la situation, je vais me déplacer droite-gauche. Des fois, tu te déplaces de 2 mètres à droite, puis ça change 3 mètres à gauche, puis c'est plus la même chose du tout. Surtout avec un grand angle, on s'entend que... Oui, absolument. Puis par la visée arrière, ça, c'est le côté magique de la visée arrière. Tu t'es installé sur ton trépied, tu as la scène devant toi, tu décides un peu de la largeur que tu veux. Mais disons qu'on travaille à 12 mm. Oui. Je mets l'objectif à 12 mm, je vais balayer la scène en regardant l'écran arrière. Tu la vois, l'image. Tu n'as pas l'œil dans le viseur, donc tu es capable de voir, OK, oh, je viens de voir de quoi, là.
Puis là, tu continues, OK, je reviens, c'est vraiment ça. C'est ce que j'avais vu au départ, ça va être ça l'image. Je fais une première photo et par la suite, une fois que j'ai fini tout ça, je me dis, OK, j'essaye un autre cadrage. Puis ça arrive à l'occasion que je vais me dire, écoute, le premier cadrage que j'ai fait, j'ai passé 15 minutes, 20 minutes à le faire. C'était pas ça, c'était l'autre qui était plus intéressant. Mais je ne butine pas à faire clic, 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 clic. On ne saute pas partout, là. Non, en tout cas, dans mon cas. OK. Les gens peuvent le faire, mais moi, je préfère, plutôt que de butiner, je préfère créer. Prendre le temps de regarder, d'étudier. Je préfère avoir une très belle image que d'avoir une dizaine d'images correctes. Moyenne. Ouais. OK, qu'on met sur Instagram, puis que la semaine d'après, on a oublié. On va y aller avec une autre vidéo, s'il vous plaît. OK. Ce moment-là, c'est un moment magique à Terre-Neuve. Encore une fois, je suis avec un groupe, on va voir des gens là, qui se promènent. On est sur un bateau. La première sortie de l'année pour aller photographier les icebergs. L'iceberg est immense. Regardez le ciel. On ne savait pas trop s'il allait pleuvoir ou pas, mais moi, j'aime ça, le ciel couvert. Évidemment qu'il n'y a pas d'utilisation de filtre. On n'a pas de filtre polarisant non plus. La lumière est à peu près La égale. lumière est douce. Là, je l'ai monté un petit peu en mettant de la saturation pour avoir un effet un peu plus bleuté, un peu plus comme on voyait. Mais le rendu de la photo qu'on en a tirée est extraordinaire. Regarde ici, tu as le iceberg. On est rendu dans un autre côté. On tournait autour du iceberg et tu as le iceberg qui sort de la brume. Bon, moi, je trouve que c'est une belle image qui est simple. Là. Puis, oui, puis qui est simple. Là. C'est un peu, pas du minimalisme, mais c'est épuré comme image. J'aime beaucoup ce type d'image-là. Pas trop d'éléments, quelque chose d'artistique. Et la vision que je suis en train de développer, dans celle-ci, on est cadré à peu près au tiers. Il y a à peu près le tiers de l'espace sous l'iceberg. Maintenant, je suis plus à un quart, trois quarts, un cinquième, quatre cinquièmes. Dépendant de ton ciel. Oui, c'est ça. C'est que je vais avoir soit beaucoup de ciel ou peu de ciel, mais ça ne sera pas dans les tiers. Je trouve que la règle des tiers nous ramène trop proche du centre de l'image. C'est vrai. Dans ce cas-là, ça nous donne un très bon rendu quand même qui est très intéressant. Mais lorsqu'on a eu fini ces photos-là, puis qu'on est revenu, on a été 1h30 sur le bateau. Tout le monde avait un grand sourire. J'ai fait une photo de groupe souvenir là, à la Bleu Poudre avec... C'était clair que tout le monde était était heureux, tout le monde était content. Là. C'était vraiment un moment magique. Là. Il faut en profiter de ce moment-là, Ah oui. parce qu'à un moment donné, il y en aura plus. Oui, absolument. On va y aller avec un autre. Ici, aux C'est îles ce de que je disais, Madeleine. il n'y a plus d'iceberg. Oui, c'est en plein ça, effectivement. Aux îles de Madeleine, on a souvent vu ce phare-là. C'est le phare Borgo, il semble. Je l'ai souvent vu en photo, mais rarement de cet angle-là. Je n'avais pas vu de photo qui incluait et l'arche du côté gauche et le phare du côté droit. Et pourtant, ça fait une super photo. Oui, puis j'étais là en fin de journée. Je suis en bordure de la falaise. Je fais attention à toujours être sécuritaire quand même. On a un ciel rosé à l'arrière. Et encore une fois, j'ai utilisé un filtre. L'œil humain permet de s'adapter et de voir un peu comme en HDR, si tu veux. Mais au niveau de la photo, c'est pas la même chose. On voit bien qu'il y a un écart. Il y a un écart important de lumière. Et regarde ce que ça nous donne. Donc, on a un filtre neutre pour avoir de l'eau qui est lissée. On a un filtre neutre graduel pour créer aussi le mouvement dans les nuages. Et on a l'ocre des îles de la Madeleine avec le phare du côté droit. Moi, j'aime bien cette photo-là. Si on regarde, on rentre dans l'image du côté de l'arche, on s'en vient dans la baie, puis après ça, on va remonter dans la courbe pour retourner vers le phare. On revient du phare, après ça, vers l'arche. Donc, on a une composition qui nous fait tourner dans l'image et rester là. Il nous empêche de sortir. Absolument. Puis, on a le ciel qui rajoute quelque chose d'intéressant. Ça bouge dans le ciel aussi. Oui, absolument. Il y a de la vie quand même dans cette image-là. Là. Oui, puis ce que j'aime bien aussi, c'est ça revient à ce que je te disais. J'aime beaucoup quand on met les trois éléments. Qu'on a quelque chose à l'avant-plan, on a quelque chose dans le milieu, on a quelque chose, on a un intérêt principal, puis en plus, on a du mouvement dans l'image. Moi, des images comme ça, j'en prendrai à longueur de journée. C'est satisfaisant, c'est beau, on est là avec toi. Tu sais, je pourrais facilement dire que j'étais assis à côté de toi juste en regardant ça. Je trouve que c'est un beau rendu. Puis, pendant que j'étais là, il y a des gens qui arrivaient pour aller au phare. Il y a des gens qui arrivaient, mais les gens allaient se faire un selfie à côté du phare. Ils passaient un peu à côté. Eux autres, ce qu'ils voulaient voir, c'était le phare. Moi, c'est pas nécessairement le phare. Le phare n'est pas le sujet nécessairement principal de l'image, mais on a quand même une image qui est esthétique et artistique. Bien, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté de l'île qu'on voit. Parce que là, on voit tout de suite le côté, c'est quoi les îles? Si tu racontes à quelqu'un, j'étais allé aux îles de la Madeleine, tu y montres ça, tu donnes le goût à la personne d'aller visiter. Fait que moi, quand tu arrives à créer ça, de dire « Oh, moi, je sais là, je vais aller là », c'est une belle photo. Ici, le lac Louise. Écoute, le lac Louise est photographié. De mille et une façons. Oui. Et à outrance, je suis arrivé là le matin avant le lever de soleil. Il y a peut-être 75 personnes près de l'hôtel, près du stationnement. Puis tout le monde, ce qu'ils veulent faire, c'est le glacier du lac Louise à l'arrière.
Moi, je regarde, puis je fais, oui, OK, il y a quelque chose à faire ici, mais ça m'intéresse pas, il y a trop de monde. Moi, je veux avoir une atmosphère un peu plus zen que la foule, tout le monde jase et tout le monde bouscule pratiquement. Je vois le quai avec les canaux du côté gauche, je m'avance vers les canaux et je vois la réflexion, je me dis, OK, c'est ça que je veux avoir comme image. Je suis resté là à peu près pendant une demi-heure à attendre la lumière. J'ai le cadrage. On a quand même un sujet, je pense qu'on peut conclure à ça. Il y a de la couleur, il y a de la vie dans cette image-là. Et quand la lumière est sortie pour venir éclairer de l'autre côté, la bande de lumière dans le haut des montagnes à l'arrière, je me disais que là, je venais de créer quelque chose d'intéressant. Parce qu'on s'entend que la lumière est un peu plus haute, on n'a pas la même photo. Non, absolument pas. C'était vraiment la bande. Oui, vas-y, Daniel. Et l'autre élément, c'est de voir... là, je pense que la photo était un peu retronquée pour rentrer dans le format là, à télévision. L'ombre du canot en bas n'était pas coupée. Donc, c'est des détails. J'y vais au niveau des petits détails. C'est ça que te permet l'écran arrière. Parce que dans le viseur... De fignoler ton oui, affaire. parce que c'est trop petit. Je vais travailler sur l'écran arrière, je vais travailler avec une loupe de visionnement, une hood loupe, pour être capable de regarder à l'arrière puis revoir après ça l'image. Ça te permet déjà de voir sur un mini écran d'ordinateur, en quelque sorte. Oui. Puis surtout maintenant, les nouveaux écrans, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont quand même assez oui, il y a beaucoup de bien pixels. pixelés. On voit très bien. Rendu, écoute, Daniel, dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose que je me demande. Si tu vas dans un endroit comme ça qui reste une icône, est-ce que tu vas quand même faire une photo iconique? Pas tout le temps. Pas tout le temps? Non. Je vais essayer. Pas tant qu'à être là, je vais la faire, mais je vais faire mes affaires à moi. Souvent, je vais faire mes affaires à moi. Puis si j'ai le temps, je ferai l'autre? Bien, j'aime pas tout le temps. Écoute, cette photo-là a eu beaucoup de réactions. Elle a été publiée, entre autres, dans le magazine Photo News, dans lequel j'écris tous les numéros. On voit pas des photos comme ça de là-bas. Non, c'est ça. Puis pourtant, tout est là, là. Écoute, c'est pas compliqué. Je suis là en train de faire la photo. Il y a une personne qui tourne autour un peu pour voir ce que je suis en train de faire puis essayer de faire quelque chose à main levée. Tu as 75 autres personnes qui sont plus loin qui font la même photo. J'avais pas vraiment d'intérêt pour moi à faire la même chose que tout le monde fait. Je voulais essayer d'avoir un autre regard sur cette image-là. Parce que c'est ça qui arrive. Il y a des gens il y a deux modes de pensée. Il y en a qui disent, je vais prendre Nikon, mais je vais le faire autrement. Oui. Quand on s'entend qu'il y a 100 millions de photos qui sont dans nos dash chaque jour, Woodlock. Oui. Et il y a tout d'un coup que je prendrais juste à côté voir ce que ça donne. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Je me dis, Colin, cette photo-là, on l'a vue. Mais si on revient au phare, de la photo précédente du phare, j'en ai une après, un peu plus tard. Je suis allé 3 soirs à cette phare-là. Un peu à l'horizontale, mais tu as la bande très colorée, les silhouettes des gens qui regardent le coucher de soleil puis qui photographient le coucher de soleil. Je suis un peu en retrait, mais j'avais déjà assuré avec la photo de l'arche et le phare d'avoir quelque chose qui change un peu de l'ordinaire. Mm-hmm. Comme des fois, tu peux aussi juste changer la lumière ou espérer un autre ciel. Oui, absolument. Ça, c'est l'avantage d'être là aussi. Moi, j'aime bien retourner. Ça fait partie du métier. Absolument. Mais ça, c'est une des choses aussi quand les gens me disent, ah, t'as fait telle belle shot. Oui, je suis allé 14 fois, là. En fait, ça fait partie de la photo folie. Je suis sur le bord. Je suis sur le bord. Fait que c'est ça. Fait que ce que j'aime bien de la photo de paysage, c'est que c'est ça. Il y a deux façons de voir les choses. C'est de refaire ce qui a déjà été fait, de le faire d'une autre façon, d'y aller avec ton essence à toi, ou de regarder ce qu'il y a alentour. Ou d'ajouter des choses à la photo qui a déjà été faite. Mais même quand je vais dans des endroits iconiques, comme l'Ouest canadien, on va arriver à un lac X, puis on voit une réflexion, puis là, j'arrête le camion, puis je regarde, on vient de voir trouver une réflexion, on essaie d'exploiter cette scène-là. Ou d'immortaliser cette scène-là. Tu vas pas toujours selon le plan de match, même si c'est un groupe avec toi, on va prendre le temps, on a une belle occasion. Dès qu'il y a une occasion, que je vois quelque chose, il y a une photo que j'ai pas dans la sélection. J'étais dans le Maine en octobre, on vient de finir la journée, on essaie d'aller faire un coucher de soleil près d'un phare. Le stationnement est plein, il y a une filée de peut-être 25 voitures qui attendent, on n'a pas de place. On retourne de bord, puis on se dit, OK, c'est fini, c'est fini. On roule, je roule, et du coin de l'œil, je vois le lac à côté avec la réflexion du coucher de soleil dans le lac. Je regarde dans le miroir, c'est moi qui conduis, je regarde dans le miroir, on est sécuritaire, je mets le clignotant, je tourne à droite, et tes gens tournant à droite, je dis aux gens, OK, préparez la 24-70, votre trépied, amenez les fils, dépêchez-vous, on n'a pas beaucoup de temps. Non, parce que ça va vite la lumière. Oui, les gens me demandent, on fait quoi là ici? Je regardais à gauche. Dès qu'ils ont vu à gauche la réflexion et tout, ça n'a vraiment pas été long, tout le monde est sorti de façon sécuritaire du camion, on a traversé la rue, on s'est installé, on est resté 3 minutes et quart à peu près à l'endroit, mais tout le monde a des photos extraordinaires. Si t'es prêt à 3 minutes et quart. Oui, parce que la scène n'était pas longue, mais puis le soleil a changé, puis dès que le soleil a passé derrière l'horizon, à un moment donné, le soleil était passé derrière l'horizon, mais il y a un moment donné où le ciel vient illuminer la réflexion dans le lac. Je trouve ça plus beau des fois quand le soleil est oui, parti. absolument, parce que ça donne quelque chose, un rendu artistique. Mais souvent, il y a des gens qui me disaient,
En photo paysage, t'as vraiment pas le même thrill ou la même émotion qu'en photo animalière. Non, c'est pas vrai, parce que dans ce moment-là, il fallait réagir. Là. On doit réagir, puis on doit connaître notre matériel pour être capable de tout de suite de cadrer, faire la mise au point, cadrer, s'assurer que ça soit... une bonne exposition. Ah oui, absolument, puis que ça soit assez symétrique, parce que tu as des reflets dans le ciel et dans l'eau. Donc là, on avait à avoir un cadrage symétrique. Puis ce que je retiens aussi quand tu me dis tu regardes en arrière, c'est que les gens, c'est ce qu'ils font pas, je trouve. Oui. On s'en va dans telle direction, puis c'est là que ça va se passer. Mais des fois, tu fais juste te revirer de bord pour t'apercevoir que la lumière, de la façon qu'elle frappe là, c'est probablement plus beau que là-bas. Fait que ça vaut la peine de regarder comme il faut. Parce que les gens, moi, j'ai remarqué que quand on les amène en quelque part, ils veulent faire de la photo. Ils sont comme vite. Non. J'ai une autre anecdote comme ça, rapide. On est à Terre-Neuve, je suis avec un groupe. Il nous reste... J'ai un point de rencontre avec le groupe pour aller faire de la photo de nuit. Le point de rencontre est quelque chose, disons, mettons 7 heures. Je suis dans ma chambre en train de transférer des photos sur l'ordinateur. Je suis dos à la fenêtre et le mur s'éclaire devant moi. Je me tourne, je vois la lumière. On est proche d'un port de pêche. Écoute, la lumière, le coucher de soleil, tout est orangé. Ça m'a pris 2 minutes et quart à ramasser mon stock. Et tout de suite, je suis allé sur le bord de l'eau. Puis et là, les gens sont venus me rejoindre. Mais on a une photo extraordinaire de cette scène-là. Là. Ça, je dois avouer que c'est les moments souvent que j'aime le plus dans un voyage photo. Parce que l'autre, tu sais à peu près ce que tu vas avoir. Tu sais à peu près ce que c'est. Il y a un côté recette. Ah ouais. Le côté qu'on lâche tout. Puis qu'on pogne de quoi comme ça. On profite du moment. Ça, il faut être aux aguets. Je disais à mes étudiants au cégep, enlevez les œillères, puis apprenez à voir ce qu'il y a autour. C'est ça qui est important. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que il y a des fois, je suis avec un groupe, j'arrête à un endroit, puis là, je leur demande qu'est-ce que j'ai vu. Pour leur apprendre à voir, essayer de détecter le point d'intérêt. Puis c'est ça qui est intéressant. Et de développer une autre vision. Oui, absolument. C'est pas nécessairement, ils sont pas obligés d'avoir ma vision, mais je vais voir quelque chose d'intéressant, puis là, je vais leur dire, OK, qu'est-ce que vous feriez ici? Moi, j'ai déjà repéré un sujet. Qu'est-ce que vous feriez dans cette scène-là, dans ce cas-là? Là? Moi, j'ai déjà fait l'exercice. J'ai mis 3 personnes, une à côté de l'autre, puis je leur ai montré que la photo était toute différente. Puis j'ai dit, vous étiez une à côté de l'autre. Fait qu'il y a toujours quelque chose à voir. Absolument. Tout le temps. Mais écoute, tu me croiras pas, mais on est déjà rendu à la fin. Ah oui? Malheureusement, va falloir que je te réinvite, c'est pas compliqué, ça passe beaucoup trop vite. Fait qu'un gros merci, Daniel. Ça me fait plaisir. C'était extrêmement plaisant. J'espère que vous avez appris des choses à la maison. En tout cas, vous avez au moins vu de très belles photos. Fait qu'on va se revoir la semaine prochaine avec une autre émission, avec un autre photographe. D'ici là, amusez-vous bien, sortez de la maison, faites de la photo, on se revoit. Ciao.